deuxième capsule sur la guerre civile. On va s'attarder ici davantage à la conduite de la guerre. Bon, on va s'entendre tout de suite que je suis pas nécessairement un grand spécialiste de la guerre civile, ni des guerres de façon générale, mais quand même, je vais essayer de vous faire ressortir un petit peu les stratégies du Nord et du Sud. Euh, Premièrement, ben, je tiens à vous avertir tout de suite que certaines images qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à regarder dans cette capsule-là. Je ne vais pas nécessairement m'y attarder très très longtemps, mais parce que je veux faire ressortir en quelque part à quel point cette guerre civile américaine, c'est probablement la première véritable guerre moderne. Première véritable guerre industrielle, si on peut l'appeler comme ça. Bien des choses qui vont se dérouler durant ce conflit-là qu'on va retrouver à beaucoup plus grande échelle pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est d'une certaine manière, si je peux me permettre mon avis comme ça, je pense que l'Europe n'a pas nécessairement regardé ce qui se passait aux États-Unis pendant la guerre civile. Et il faut voir que les plans de mobilisation, les plans d'attaque européens, euh, qu'on verra pendant la Première Guerre mondiale, ben c'est ça, si on avait davantage tenu compte de ce qui s'était passé aux États-Unis, peut-être qu'on se serait arrangé autrement pendant la Première Guerre mondiale. Mais cela dit, écoutez, on va se concentrer sur la guerre civile. On l'a vu, le conflit commence quand la Caroline du Sud attaque un fort abritant des soldats de l'Union. Donc, c'est à Fort Sumter, on est au mois d'avril 1861 et la guerre commence. Le Sud, bon, même s'il est très désavantagé sur le plan économique, comme on l'a déjà vu, possède quand même un avantage. Le Sud n'a pas besoin de rien envahir pour gagner. Donc, d'une certaine manière, le Sud ne cherche pas la victoire, ne cherche pas à envahir le territoire du Nord, cherche simplement à faire reconnaître son territoire. Alors que le Nord, pour gagner la guerre, doit d'une certaine manière envahir un territoire qui est immense, essentiellement presque aussi grand que l'Europe. Euh, donc, c'est ça. Puis, comme je l'avais dit dans la capsule précédente, on va voir que le Nord va prendre du temps à s'organiser. C'est comme si le président des États-Unis, ça je vous l'avais dit, Lincoln ne croyait pas nécessairement qu'il y aurait une guerre. Donc, on va prendre beaucoup plus de temps au Nord avant de s'organiser. Mais fort de sa supériorité économique, sa supériorité comme population, production industrielle et tout ce que vous voulez, au Nord, on croit quand même en une victoire rapide. Mais il y a eu certaines mauvaises réactions, certaines mauvaises décisions euh, de généraux de l'Union qui vont faire en sorte que le Sud va prendre un certain avantage au début. Donc, la stratégie, comme je vous l'ai dit, pour le Nord, ben, pour gagner, il va falloir d'une certaine manière prendre le contrôle de tous les États du Sud. Donc, ça va demander un certain temps. Ce qui est quand même amusant, c'est que, puis là, on va parler des généraux, c'est que tous ces généraux ont essentiellement été formés à la même école, c'est-à-dire à l'Académie West Point, c'est dans l'État de New York. C'est là qu'on formait justement les officiers de l'armée américaine. Donc, tant les généraux du Nord que du Sud ont été formés à la même école. Ils ont été formés à la même école. Ils ont lu essentiellement les mêmes manuels, notamment l'appendice, donc le précis de l'art de la guerre, écrit par un Suisse, Antoine-Henri Jomini. Ce livre-là, donc, date des années 1830. Il a été traduit en anglais durant les années 1850. Et c'est le livre qu'on utilise à West Point pour, justement, enseigner l'art de la guerre. Donc, on a des généraux qui se connaissent personnellement parce ils ont combattu côte à côte, par exemple, pendant la guerre du Mexique entre 1846 et 1848. Je pense ici, par exemple, au général Grant, qui était un jeune officier, un capitaine durant la guerre du Mexique. Ben, il a côtoyé le général Lee, il a côtoyé McClellan, Winfield Scott. Donc, tous les généraux qui participent, tous les principaux généraux qui participent à cette guerre vont se sont côtoyés, ont fait partie de la même armée, ont eu la même formation et ils se connaissent passablement. Et là, ben, quand la guerre éclate, ben, chacun de ces généraux va s'en aller finalement de son camp. Alors bon, je vous en présente quelques-uns ici très rapidement. Bon, Stonewall Jackson, Pierre Beauregard, Robert Lee, des généraux du Sud. McClellan, Ulysses Grant, Ambrose Burnside, des généraux du Nord. Donc, ce sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui connaissent les habitudes, les stratégies de l'autre. Ce qui est généralement reconnu dans les livres d'histoire, c'est que il y a une majorité de meilleurs généraux qui vont se retrouver dans l'armée du Sud. Et que dans l'armée du Nord, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, il y a beaucoup de mesquinerie entre les généraux eux-mêmes.
Je pense par exemple ici au cas du celui qui deviendra le général Grant. Euh, Lui, comme je l'ai dit, il a participé à la guerre du Mexique. Il va continuer dans l'armée jusqu'au début des années 1850. Éventuellement, il va quitter l'armée. Mais pendant très longtemps, on maintient cette espèce de maintient une espèce de, pas de légende, parce qu'il prenait quand même un petit coup, mais on maintient que ce gars-là n'est pas apte à diriger, un grand dirigeant dans l'armée du Nord parce que c'est un alcoolique notoire. Un de ceux qui entretient cette légende-là, c'est George McClellan, qui sera pendant un bout de temps, lui, le général en chef des armées du Nord. Mais en même temps, ben justement, McClellan va empêcher un type comme Grant de monter en rang ou de prendre plus d'importance, alors que Grant remporte victoire par-dessus victoire dans les États du Sud. Donc, c'est ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, au Nord, ça va prendre un certain temps avant qu'on s'organise, avant qu'on se structure. Bon, donc les généraux se connaissent, utilisent souvent les mêmes stratégies. Il y en a qui sont plus audacieux que d'autres. Robert Lee, semble-t-il, est un grand stratège et Grant aussi la même chose. Petite anecdote amusante, je vais juste attirer l'attention sur la pilosité du visage de M. Burnside. On comprendra que c'est de là que vient le mot sideburns. Bon, des favoris. Alors donc, je continue suite à cette anecdote qui ne sert pas grand-chose. Euh, Chose amusante, les deux capitales, Washington et Richmond, sont situées à 175 km de distance. Donc, c'est sûr qu'au départ, une des stratégies, par exemple au nord, c'est qu'on souhaiterait aller attaquer la capitale immédiatement à Richmond, alors qu'au sud, au départ, on n'a même pas dans les plans l'idée d'aller attaquer la capitale de Washington. Comme je vous l'ai dit, le sud, ce qu'il cherche à faire, c'est de protéger son territoire, empêcher le nord d'y pénétrer. Euh, Je vais m'arrêter 2 secondes ici, puis regarder quand on parle justement, quand on parle des États du Sud, il y a des problèmes. Outre les problèmes, l'infériorité, appelons ça économique, il y a des problèmes très sérieux. D'abord, la question, c'est comment gouverner, et puis là, le gouvernement des États du Sud, le gouvernement de Jefferson Davis installé à Richmond, euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment gouverner un ensemble d'États qui ont fait sécession pour ne pas obéir à un gouvernement central. Donc, il y a là une espèce de confédération d'États, mais il n'y a pas particulièrement c'est un gouvernement, donc on veut d'une certaine manière calquer sur le modèle des États-Unis qu'on avait fondé en 1776, mais dans le préambule de la Constitution des États du Sud, on ne parle pas de souveraineté populaire, mais bien de souveraineté des États. Fait que ça va être très difficile pour Jefferson Davis de diriger cet effort de guerre parce que chacun des États, d'une certaine manière, agit un peu à sa tête. Aussi, autre problème du Sud, c'est qu'il y a une croyance très profonde chez plusieurs personnes, chez plusieurs législateurs, en fait, d'abord, on cherche, la Confédération des États du Sud cherche une reconnaissance internationale. On se dit, après tout, on s'est séparés de la même manière que les 13 colonies l'avaient fait en 1776, et on s'attend à une reconnaissance internationale, notamment de la France et surtout de l'Angleterre. Au sud, on croit profondément que l'Angleterre ne pourrait pas se passer du fameux King Cotton, que l'Angleterre ne pourrait pas fonctionner, que les usines anglaises ne tourneraient pas sans l'apport du coton du Sud. Donc, on est convaincu que l'Angleterre va appuyer les États du Sud. Euh, c'est euh, c'est une certaine naïveté. Je vous dirais que le coton, oui, fait marcher des usines du Lancashire en Angleterre ou de l'Est de la France, mais en même temps, le sud des États-Unis a tellement produit de coton qu'il y a une accumulation de stock en Europe et que les usines peuvent continuer à fonctionner pendant plusieurs mois, voire peut-être pendant 1 an, 2 ans, sans nécessairement avoir besoin de nouveaux arrivages. Donc ça, c'est assez paradoxal. Puis aussi, ben, éventuellement, quand les stocks vont commencer à diminuer, puis là, l'Angleterre avait déjà commencé à le faire durant les années 1850, c'est qu'on se tourne vers de nouveaux fournisseurs, notamment l'Égypte et les Indes. Puis finalement, il y a des études plus récentes qui nous montrent que l'Angleterre est peut-être davantage dépendante du blé produit justement dans les États de l'Union que du coton qui provient du Sud. Autre chose aussi, à l'échelle internationale, donc ce Sud qui se cherche une reconnaissance, mais je vous dirais que les abolitionnistes ont davantage la cote. Il y a un fort courant abolitionniste en Europe aussi. Donc, les arguments abolitionnistes sont davantage appuyés et les planteurs ben, sont plutôt des planteurs qui restent attachés avec cette vieille mentalité
du système d'esclavage ont de la misère à recevoir un certain appui international, de telle sorte que le Sud va être obligé de se défendre un peu par lui-même. Au début, je vous dirais que ce sont les États du Sud, c'est la Confédération des États du Sud, quand on parle des combats, qui auront un certain avantage. Très rapidement, au nord, la désorganisation fait en sorte que le Sud peut faire une progression, voire même qu'on va presque arriver à, ben, en fait, on va aller carrément menacer la ville de Washington. Il y a une bataille, en fait, une première bataille en juillet 1861, c'est à Bull Run, c'est tout près de Washington. Le Nord prétend vouloir aller attaquer la ville, les sudistes qui approchent. On va même inviter la population de Washington à venir assister à la bataille. On construit même des estrades, mais très rapidement, les, euh, les États du Sud, donc les Confédérés, vont réussir à mettre en déroute l'armée du Nord et on va même pouvoir rentrer dans Washington. Mais le Sud va se retirer tout de suite après. Mais donc, au début, comme je vous le disais, avantage du Sud, les combats se déroulent davantage dans cette zone, essentiellement entre Richmond et Washington. Il y a une certaine désorganisation au nord, comme je le disais, il y a une certaine hésitation et un certain découragement, notamment de la part du président, chez le président Lincoln, parce que justement, les grandes victoires, même si le nord dispose de beaucoup plus de soldats, euh, les grandes victoires tardent un peu. Mais éventuellement, à partir de la fin de 1862, il y a des batailles qui vont être très violentes et puis qui vont devenir très célèbres. Bon, je pense ici, par exemple, à Antietam en septembre 62 et à Gettysburg en juillet 63. Deux batailles qui vont être sanglantes, extraordinairement mortelles, mais c'est des batailles qui vont finir que par être remportées par le Nord. Et ça va stopper d'une certaine façon la progression des États du Sud. Éventuellement, la stratégie du Nord, ce sera de, premièrement, établir une espèce de blocus pour empêcher justement le Sud de continuer son commerce d'esclaves. Donc, quand on regarde sur la carte ici, ben, on voit bien que le Nord contrôle justement un avantage définitif sur le plan naval. Et ensuite, ben, l'idée, c'est de séparer le Sud en deux. Et c'est là qu'on va commencer à avoir des batailles très importantes, des batailles souvent remportées par le général Grant, notamment à Shiloh en avril 62, et une victoire décisive qui va vraiment couper le Sud en deux. Donc, c'est-à-dire, on veut justement couper cet axe du Mississippi, la victoire à Vicksburg en juillet 1863. À partir de là, ben, le Sud est coupé en deux. Donc, la Louisiane, Texas, Arkansas sont séparés du Tennessee, de l'Alabama et en fait de tout le reste des États du Sud. Donc là, les choses commencent à être plus difficiles et graduellement, l'avantage que peut posséder le Nord, sa capacité à mobiliser plus de soldats, sa capacité à produire davantage de munitions et d'armes et de canons et de tout ce que vous voulez, ben, ça va commencer à se faire sentir. Euh, Lorsque la ville d'Atlanta tombe en 1864, ben, c'est pas mal le début de la fin. Euh, les États du Sud donc, vont commencer justement à montrer les effets. Les effets, justement, d'une espèce d'usure. Il manque de ressources. L'argent ne vaut plus rien. Éventuellement, ben, c'est quand la capitale de Richmond va tomber en avril 1865 que finalement, on va terminer les combats. Il y aura une dernière escarmouche à Appomattox le 9 avril 1865, pas très loin de Richmond. Et c'est là finalement que le général Lee va se rendre. Le général Lee qui était le général en chef. Donc, on va se retrouver dans cette petite maison. Donc, c'est la cour finalement de la ville d'Appomattox. Et là, c'est là qu'aura lieu cette rencontre célèbre entre Ulysses Grant et Robert Lee. Et c'est là que le Sud va finir que par se rendre. Et donc, essentiellement, le 8 avril 1865, la guerre civile est terminée. Bon, après ça, bon, de quelle manière est-ce qu'on va se reprendre? De quelle manière est-ce qu'on va rebâtir ça? Ça sera l'objet, ça sera une autre question. Mais pour l'instant, donc, à partir de cette date-là, les combats sont terminés. Ce que je veux vous montrer ici dans les prochaines diapos, c'est de vous montrer justement tout ce concept que c'est une guerre véritablement moderne. C'est une guerre qui va se dérouler justement, mais en fait qui va d'abord par sa durée, une guerre qui dure 4 ans avec une intensité telle, on n'en a pas vu beaucoup au 19e siècle. Souvent au 19e siècle, les batailles, ben, c'était deux armées qui s'affrontaient, ça durait peut-être une journée, 2 journées, peut-être une semaine, et qu'éventuellement, il y a une armée qui prévalait, on s'assoit, on signe un traité de paix. Mais là, ici, c'est une guerre qui va durer 4 ans et durant laquelle il y aura énormément de morts. Guerre moderne, pourquoi? Ben d'abord, c'est la première guerre qui est vraiment systématiquement photographiée. Bon, j'utilise ici l'exemple
bande dessinée préférée de moi-même quand j'étais petit, Les Tuniques Bleues. Les Tuniques Bleues, ben, si vous ne connaissez pas, vous pourriez découvrir, mais on reprend plusieurs des grands pans euh, de la guerre civile. Mais là, ce qu'on voit ici dans cette couverture, des bleus en noir et blanc, ben, deux soldats de l'armée de l'Union étaient chargés d'accompagner un photographe qui s'appelait Matthew Brady, qui a véritablement existé et qui a largement photographié la guerre. Et ces photos-là seront largement distribuées, diffusées à travers les États-Unis, puis on va commencer à voir justement les impacts de cette guerre moderne. L'autre chose aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on va commencer à voir des journaux qui vont suivre justement la guerre de jour en jour. Voir des journaux qui vont envoyer des reporters sur le terrain, c'est de voir de quelle manière les généraux seront largement critiqués pour telle ou telle décision. Donc, c'est vraiment un journalisme moderne. Un des pionniers dans ce domaine-là, c'est Horace Greeley avec son New York Tribune, qui va littéralement envoyer sur le terrain on va utiliser le mot, une armée de reporters qui vont rapporter jour après jour après jour, justement, les différents combats, l'évolution, l'état des troupes. Et là, bon, on va voir la même chose dans le Sud, c'est bon, avec le Daily Richmond ou le New York Times. Donc, tous les grands journaux vont envoyer des reporters sur le terrain et la population américaine, peu importe où on se trouve, la population américaine peut suivre justement l'état de la guerre, l'avancée de la guerre. Évidemment, ben, c'est la production de munitions. Fait juste voir ici, ce sont des individus qui sont en train de récupérer des boulets de canon après un bombardement sévère d'une ville. Mais c'est la quantité de munitions qui va être utilisée, euh, c'est particulièrement des pièces d'artillerie. Et là, ben, c'est justement, c'est là que l'avantage de la production industrielle du Nord euh, va, va, va vraiment prévaloir. Donc, guerre photographiée, Abraham Lincoln, de façon régulière, pas si souvent, mais de façon régulière, va aller rencontrer des généraux. Lincoln va s'imposer comme le chef, comme le leader. Il va écouter ses généraux de façon générale. Et quand ces généraux, quand il y a des généraux qui ne lui plaisent plus, ben, il va les congédier. Éventuellement, il va fixer son choix sur Grant en 1863 pour mener à bien l'effort de guerre. C'est de commencer à organiser, parce que là, il y a des morts et des blessés à grande échelle, donc il faut commencer à organiser des systèmes ambulanciers afin de déplacer des soldats blessés. Ça, on n'avait jamais vu ça sur une telle échelle, en tout cas certainement pas sur le territoire américain. Et là, de plus en plus, bien évidemment, comme la guerre évolue, les producteurs d'armes vont amener vont commencer à produire des armes de plus en plus puissantes. Encore une fois, je mets l'attention là-dessus. La puissance industrielle du Nord va lui permettre de produire des canons des canons de plus en plus puissants. Donc, c'est vraiment une première vraie guerre moderne. Ici, j'attire votre attention. Au sud, on manquait quelquefois de ressources. Et là, je fais juste attirer votre attention sur ces billots de bois ici. Ben, très souvent, on arrivait au sud à construire des espèces de fortifications de fortune comme ça, et où on plantait justement de ces espèces de gros billots. À quoi ils servaient? Ben, c'est que de loin, on avait l'impression que c'était des gros canons. Donc, c'était l'idée, c'était de leurrer, en fait, pas leurrer, mais de vraiment en fait, ralentir l'avance des troupes nordistes en leur faisant croire que les troupes du Sud étaient retranchées dans des fortifications bien armées. Guerre moderne, ben, c'est la première utilisation d'observation aérienne. Ici, c'est l'utilisation d'un dirigeable à des fins militaires. Évidemment, il n'est pas question d'aller attaquer quoi que ce soit avec ça, mais donc l'utilisation de ballons dirigeables afin d'aller observer les positions ennemies. Donc, ça, c'est une autre nouveauté. Et ça préfigure justement ce qui arrivera durant la Première Guerre mondiale, où on commencera à utiliser des avions d'abord comme des instruments de reconnaissance, des appareils de reconnaissance, et éventuellement, on leur trouvera une fonction plus offensive. Mais c'est quand même intéressant de voir que pendant cette guerre civile, il y a ces ballons. Guerre moderne également, c'est le premier combat entre des navires cuirassés. Ça se déroule donc à la bataille de Hampton Roads, c'est le 8-9 mars 1862. La Virginie et l'Union, excusez, pas la Virginie, mais les États, donc les Confédérés et l'Union, avaient réussi à prendre de vieux navires et à les recouvrir de plaques d'acier. Et on a réussi à faire flotter tout ça. Il y a eu ce combat furieux qui a duré justement plus qu'une journée entre le CSS Virginia, donc le bateau confédéré, euh,
qu'on appelle aussi le Merrimack, et le USS Monitor, donc de l'Union. On va se tirer dessus. Et il n'y aura pas véritablement de vainqueur de cette bataille navale, mais ça préfigure finalement des choses futures. Voire même qu'au sud, pressé de vouloir justement briser ce blocus continental, on va commencer à essayer d'utiliser des espèces d'appareils sous-marins qui flottent à peine sous la surface de l'eau afin d'aller couler des navires du Nord qui bloquaient certains ports du Sud, avec un succès bon mitigé, mais encore là, donc ça préfigure donc la guerre sous-marine. Comme la puissance de feu est de plus en plus grande, ben, on va commencer à creuser davantage de tranchées afin de se protéger. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura des décès en plus grand nombre. Euh, Quand il y a des victoires qui sont remportées dans un camp ou dans l'autre, ben, il faut trouver une place pour les prisonniers. Les images, mais là, c'est ça, je vous disais, là, il y a des images qui vont suivre. Il y en a certaines qui sont peut-être un peu plus dures. J'aime mieux vous prévenir un peu tout de suite. Au sud, on va construire un véritable camp bon, je dirais pas camp de concentration, mais c'est vraiment un camp de prisonniers absolument infâme. C'est la prison d'Hendersonville, qui est absolument immense, immense, immense. Et là, vont aller s'entasser des tas, des centaines, voire des milliers de soldats de soldats unionistes qui vont vivre là dans des conditions absolument misérables, dans des espèces de campements de fortune, soumis aux caprices de la température. Il fait soit très chaud, très froid. On n'est pas à l'abri de la pluie. Donc, c'est vraiment des conditions absolument pénibles. La prochaine image, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas nécessairement m'y attarder longtemps, mais je crois que c'est important de la montrer. Voir que ben, il y a des gens qui vont sortir de ces camps-là dans des conditions particulièrement atroces. Voilà, fait que je continue. Mais c'est ça, donc ça annonce d'une certaine façon des choses qu'on verra davantage au 20e siècle. Avec la quantité de morts et de blessés, il va falloir organiser des hôpitaux de fortune. Fait que oui, l'image que vous voyez là, c'est bien euh, un hôpital de soldats du Nord, où on essaye de soigner tant bien que mal des soldats dans des conditions très difficiles. Alors, on peut comprendre qu'il y a de nombreux blessés qui auraient pu peut-être s'en sortir dans des conditions peut-être un peu normales, mais il y a énormément, les taux de mortalité dans ces hôpitaux de fortune sont extraordinairement élevés. Euh, à terme, on va commencer à être obligé d'avoir des hôpitaux destinés aux anciens combattants. Et là, on va commencer, ben, en fait, certains médecins vont commencer à parler. euh, bon, c'est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui le syndrome du stress post-traumatique. euh, des soldats qui ont participé à des batailles euh, et qui ont été soumis à des bombardements intenses vont en garder des séquelles. Aussi, on va commencer à mettre sur pied des programmes de rééducation parce que plusieurs de ces soldats qui réussissent à s'en sortir, ils ont perdu un bras, ils ont perdu une jambe, sont éclopés. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les rééduquer? Donc, on va commencer à voir, particulièrement au nord, la construction d'hôpitaux destinés spécifiquement aux anciens combattants. Évidemment, quand on parle de médecine, ben, c'est de la médecine, oui, c'est de la médecine de champ de bataille. On assiste présentement à une opération qui a lieu sur un champ de bataille. Il y a de nombreuses amputations qui vont être pratiquées directement afin de sauvegarder la vie des soldats et peut-être aussi parce que c'était la chose la plus simple à faire pour le médecin. Voilà, fait que ça, c'est encore donc des hôpitaux de campagne, des hôpitaux de fortune. Donc, on peut s'imaginer encore une fois que le taux de survie n'est pas particulièrement élevé. Je vous parlais tout à l'heure d'une première guerre photographiée. Ben là, c'est ça. Souvent, ben, on va se retrouver après une bataille ben, avec des rangées de corps comme ça qui sont pas particulièrement ramassés. C'est des terrains qu'on va être obligé, des champs de bataille qu'on va être obligé de nettoyer. Et plus souvent qu'autrement, j'attire votre attention sur cette image-ci, plus souvent qu'autrement, ceux qu'on va utiliser justement pour faire le ramassage, soit des cadavres ou soit justement de procéder à des jobs de nettoyage, ben, ce sont des Afro-Américains. Est-ce qu'ils sont intégrés dans l'armée de l'Union? Pas particulièrement, à part que de faire des jobs comme celle-là. Ils seront évidemment pas intégrés dans l'armée du Sud. Sauf qu'à la fin, le Sud manque tellement de soldats qu'on va commencer à considérer l'idée de donner des armes à des esclaves afin qu'ils puissent grossir les rangs de l'armée confédérée.
Guerre moderne, mais là, évidemment, ben, je l'expliquais tout à l'heure, avec la puissance de feu, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la capacité de destruction est beaucoup plus grande. Au mois d'avril 1865, j'évoquais tout à l'heure que les armées du Nord ont réussi à prendre la ville de Richmond. Donc, les images que vous allez voir, les prochaines images que vous allez voir, ce sont les ruines de la ville de Richmond, après la capitale donc des États confédérés, après le bombardement. Et là, ben, je pourrais vous dire, hey, wow, c'est une image prise à la Première Guerre mondiale, puis vous n'auriez peut-être pas de misère à me croire. Mais non, ça se passe durant les années, ça se passe en 1865. Donc, les dégâts ravagent définitivement les villes. Et surtout, ben là, c'est de commencer à voir que ce sont les populations civiles, les habitants de ces villes-là qui sont grandement affectés par la guerre, alors qu'auparavant, ben, c'était essentiellement les soldats qui s'affrontaient sur des champs de bataille, laissant les civils un peu à l'écart. Maintenant, ce sont les populations civiles qui sont gravement touchées par cette guerre-là. La guerre se termine, comme je vous l'ai dit, Robert Lee rend les armes le 8 avril 1865. Et la guerre va prendre un tournant, en tout cas, l'issue de la guerre va prendre un tout autre tournant les 14 et 15 avril 1865. Dans cette maison de Washington, qui a l'air toute anodine, c'est dans cette maison que va sourdir un complot qui visait à tuer le président des États-Unis, donc Abraham Lincoln. Il y a une photo absolument extraordinaire ici, qu'il faut que je vous montre. On voit ici le président Lincoln au mois de mars 1865 qui est en train de prononcer son deuxième discours d'investiture, où Abraham Lincoln avait gagné l'élection de 1864. Et là, au début du mois de mars 1865, il va prononcer son discours d'investiture. Donc, il commence son deuxième mandat. Et dans la foule qui est là, on remarque tout en haut sur un balcon un type qui s'appelle John Wilkes Booth. C'est un sudiste, c'est un acteur pas particulièrement doué, semble-t-il, mais qui voue une haine absolument extraordinaire à Abraham Lincoln. John Wilkes Booth, c'est lui, justement, c'est autour de lui que va se tramer tout ce complot pour assassiner le président des États-Unis. Ça va se produire quand? Ben, ça va se produire donc le soir du 14 avril 1865. Abraham Lincoln vient de passer donc les 4 dernières années dans un stress à peu près constant. Et là, ben, depuis peut-être une semaine, 10 jours, donc une semaine, ouais, c'est ça, commence à respirer un peu, commence à penser à rebâtir les États-Unis, à rebâtir cette union, commence à penser à réintégrer les États sécessionnistes dans l'Union. Mais pour l'instant, donc ce soir-là, donc le gros édifice que vous voyez là, c'est le théâtre Ford à Washington. C'est un endroit où on présentait des pièces de théâtre. Et Lincoln se rend avec sa femme, Mary Todd, se rend pour aller voir une pièce qui s'appelle Our American Cousin. Donc, c'est au théâtre Ford, puis le président, on annonce déjà, justement, sur l'affiche, on annonce déjà la présence du président. C'est extraordinaire. On va s'entendre aussi qu'à cette époque-là, les services secrets autour du président, il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça, ça devient une cible relativement facile. Et donc, ce soir-là, évidemment, cette photo-là, c'est pas une vraie photo. C'est donc le président, ça a été reconstitué. Mais on voit le président et sa femme dans leur loge. Et donc, dans la loge à côté, il y a un militaire, visiblement, et sa femme. Et c'est là que John Wilkes Booth va réussir à pénétrer dans la loge présidentielle et tirer directement dans la tête du président une coupe de balles. Et là, ben, c'est avec ce fusil-là que Booth a tiré. De la loge, Booth va sauter sur la scène et il va se casser une cheville. Et là, ben, il va réussir à s'enfuir, mais se retrouver une couple de jours après et il va mourir lui aussi. Mais Lincoln, donc, on va le prendre, on va le sortir du théâtre, on va le transporter dans une maison euh, de l'autre côté de la rue du théâtre et il va mourir le lendemain matin, donc le 15 avril 1865. Il y a une onde de choc véritablement à travers tous les États-Unis. Donc, qui sont ces personnes? Ben, c'est ça, c'est John Wilkes Booth, mais autour de lui, bon, il y a cette femme à qui appartenait la maison, elle s'appelle Mary Cassatt, et d'autres conspirateurs. Ils avaient un plan. Le plan, c'était d'assassiner le président, le vice-président, et il y a eu aussi une tentative d'assassinat contre le secrétaire d'État, William Seward. Euh, bon, Seward a survécu. C'est le complotiste qui était chargé d'aller assassiner le vice-président. Johnson s'est dégonflé à la dernière seconde, ça n'a pas eu lieu. Mais éventuellement, après avoir mis la main sur Booth, on a compris qu'il s'agissait d'un complot et on va mettre la main sur le groupe en question.
Il y en a 4 membres du groupe qui seront pendus, et les 4 autres, ben, vont purger de très longues peines de prison. Donc, c'est la fin de la guerre, mais c'est également la fin de la présidence d'Abraham Lincoln. Ça serait, là, évidemment, on peut se perdre en conjecture en se demandant qu'est-ce qui serait arrivé si Lincoln avait pu terminer son deuxième mandat, de quelle manière se serait passée la reconstruction, est-ce que ça aurait été plus rapide? Évidemment, impossible de le dire. Parce que là, l'onde de choc, elle vient de où? C'est que Abraham Lincoln avait dû se trouver, donc pour l'élection de 1865, pour l'élection de 1864, par exemple, excusez-moi, Abraham Lincoln avait dû se trouver un nouveau vice-président. Et pour montrer une espèce d'esprit d'unité, pour montrer une espèce d'esprit d'ouverture, Abraham Lincoln avait choisi un sénateur du Tennessee. Je vous rappelle que le Tennessee, ce sénateur-là avait refusé, il s'appelle Andrew Johnson, il avait refusé, lui, la sécession. C'est un type vraiment particulier. Et là, tout d'un coup, celui qui se retrouve président des États-Unis et qui sera chargé de la reconstruction. C'est un type qui vient du Sud. Donc, il y a une extraordinaire méfiance des membres du Congrès, largement dominés, je le rappelle, par les États du Nord, une extraordinaire méfiance face à ce nouveau président. Et là, il va y avoir un affrontement assez formidable. Et c'est là que, justement, la reconstruction va devenir une aventure, va devenir extrêmement difficile à réaliser aux États-Unis. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement dans la dernière capsule. De même dans cette dernière capsule, on s'intéressera au sort réservé à ces anciens esclaves.